Voilà ce que ça donne. Les mers du Sud. Et voilà, une belle houle du Sud. Charlie Dalin, le leader du Vendée Globe, a eu l'honneur d'entrer en premier dans l'océan Indien. Ah, il y a 35 nœuds là. L'honneur et l'inconfort. Car l'océan Indien, c'est une sorte de tapis violent. C'est la mer de tous les vices. Une mer piégeuse et désordonnée. Voilà, la carte postale du jour. Là-bas, dans les 40e rugissants, la mer de tous les vices s'acoquine avec le vent de tous les dangers. Ça cartonne à max, avec 45 nœuds de vent. Ça fait du bien là, comme ça, il y a une toute petite accalmie. La mer est vraiment très grosse. Hein. On voit derrière, hein, ça monte bien, ça déferle en haut des vagues. Et quand le bateau il accélère à quasiment 30 nœuds. Ouais, c'est impressionnant là. Il y a de la crainte, il y a un peu de peur aussi, ce qui est normal. Et je pense que ça fait partie de l'aventure, tout ça. Ouais, moi, j'ai jamais navigué dans les mers du Sud. Aujourd'hui, avec les progrès de la météo, on sait un petit peu à quoi ça va s'attendre. Mais bon, entre regarder des fichiers derrière un ordinateur au chaud chez soi et puis de les vivre en direct, je pense qu'il y a vraiment un gouffre. Et c'est dans ce gouffre-là que j'ai envie de me jeter pleinement. L'océan Indien marque le début des mers du Sud. Celles et ceux qui l'affrontent pour la première fois comprennent vite qu'il y a des terrains de jeu plus agréables. Le Grand Sud, ça me fait peur, c'est clair, parce que déjà, je sais que ça va être long. Ça commence assez tôt, finalement. Hein. On rentre dans les 40e, on n'est même pas encore sorti de l'Atlantique. Ça commence tôt, ça dure longtemps. On peut se retrouver dans des schémas météo un peu coincés entre la tempête et la tempête. Et ça, oui, ça me fait peur. Ça y est, je découvre un peu les mers du Sud, là. Il y a entre 30 et 35 nœuds. Il y a des vagues, ça tape dans tous les sens. Enfin, je vous dis, à quatre pattes. Le Sud, moi, j'y suis jamais allée. Et donc, forcément, on entend plein de récits, des récits d'autrefois, des récits plus actuels qui font qu'il y a tout un imaginaire qui se met en place et on se demande un peu à quelle sauce on va être mangé. L'aventure de Kevin Escoffier et de Jean Le Cam va faire une entrée fracassante parmi les grands récits des mers du Sud. Début décembre, le roi Jean récupère le prince Escoffier qui s'est réfugié dans son radeau de survie. Le prince Escoffier a perdu son bateau, mais dans son malheur, il a de la chance. Il n'y a pas meilleur compagnon de route que le roi Jean. Et voici, mesdames et messieurs, en direct, clac, 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 Kevin Escoffier, le rescapé d'une période assez difficile que nous avons partagée ensemble avec Kevin. Kevin qui boit son café. Tout va bien. Tout va bien. Alors Kevin, comment que ça se passe à bord de Yes We Cam? Écoute, ça file tout droit, ouais. Ça file vite. Le café est bon, il n'y a pas à se plaindre quoi. Il n'y a pas à se plaindre. Bon. On rigole bien. C'est ça. Entre ces deux solitaires qui ont vu la mort de près, une vie complice s'organise pendant 5 jours. Ça va Jean? Ouais, et toi? Bah écoute, on a vu pire hein. Bah écoute, je veux un petit café là. Bon, c'est reparti, ça avance bien là. Bah écoute, là c'est pas mal. Hein. Bon, bah, on est toujours à bord de Yes We Cam avec Jean. C'est ça. Qui vient de passer des heures et des heures à la barre. On avait un problème de pilote et du coup il a fallu que je barre pendant 10 heures. Et il y a un poisson volant qui est arrivé, qui m'a percuté la joue. Et voilà, là j'ai encore une petite cicatrice, mais ouais, ça va passer, je pense. Tu tournes la tête, voir, fais voir. Oh punaise.
Et ça, c'est un poisson volant des mers du Sud, donc. Voilà, c'est ça. Ils sont très agressifs, ils ont un petit bec. Et en fait, quand ils arrivent sur toi, crac, ils essayent de te mordre. Juste, c'est réflexe. On se rend pas compte des dangers du Vendée Globe. Ah non, on s'en rend pas bien compte à sa juste hauteur. Non, mais c'est vrai, on n'en parle pas assez des poissons volants qui percutent la coque. Ok, on les entend, mais qui nous percutent nous, c'est voilà. Ah, j'étais sonné. Ouais. Sur le moment, j'étais sonné. Heureusement que t'es arrivé d'ailleurs pour. Ouais, bah. Depuis que je suis à bord, j'ai bien vu que t'avais pas toute ta tête non plus de toute façon. C'est ça. Le 5 décembre, avant d'aller se coucher, le soleil a le cœur un peu lourd. Il sait que demain est un autre jour. Un jour de séparation. Le lendemain, la frégate Nivose explose les vagues les unes après les autres. Rien n'arrête le bâtiment de la Marine nationale, qui surveille l'espace maritime français du bout du monde. La frégate Nivose s'est déroutée avec pour mission de récupérer Kevin Escoffier. Donc voilà Kevin qui enfile sa TPS pour se mettre à l'eau. Et puis donc voilà, il est arrivé comme ça, il repart comme ça. Exactement, ça c'est une fin de cinéma, ça. Et voilà le fameux Nevos. Et donc voilà, on va préparer la manœuvre. Ils vont mettre un Zodiac à l'eau. Bon, alors, écoute, hein. Fais un bisou. Bisous, Macaille, merci. Salut. Oui, pour vous, bon, c'est bon? Bah, t'as pas besoin de bout, tu vas nature. Et voilà. Ok, à plus. Bon, bah, j'espère que je vais pas rater ma prise de vue parce que là, il y avait du lourd. Hein. Donc là, ils repartent avec le Zodiac sur le Nevos. Merci. La deuxième fois que je me baigne dans les 10 jours, mais... Non, je suis content. Ça fait plaisir d'être là, ça fait plaisir de laisser Jean finir sa course. Et tout est bien qui finit bien parce que c'est pas toujours simple. On voit même que le créneau là, on a pile poil l'éclaircie pour nous, mais c'était pas gagné. Bon, bah voilà. Un peu triste, mais c'est comme ça. Un coup tout seul, un coup à deux, tout seul. C'est la vie. Allez, à plus, ciao et je vous embrasse. En guise d'épilogue, disons que l'océan Indien imprime sa marque sur le destin des hommes. Mais il révèle aussi ce qu'il y a de meilleur en eux. Le courage, la solidarité, la fraternité. À bord de la frégate Nivose, le prince Escoffier fait route au nord, vers l'île de la Réunion. Quant au roi Jean, il se replonge en solitaire, dans le royaume de la course. Deux mois avant le départ, Sébastien Simon avance le cœur léger. Il a 30 ans, un visage d'enfant et un premier Vendée Globe à courir. Cet ambitieux sympathique est à la barre d'un bateau neuf, équipé de foils le dernier cri. Ce serait vraiment un échec d'abandonner cette course, déjà parce que abandonner, c'est pas dans ma philosophie, c'est vraiment pas mon truc. Je viens de taper un objet dans l'eau. Le mardi 1er décembre, un monde s'écroule et un tour du monde fout le camp. Ce monde, c'est celui de Sébastien Simon,
dont le bateau a percuté un objet flottant non identifié. Il y a du vent, il y a de la mer. C'est une voie d'eau. C'est vraiment pas le moment, quoi. Un foil endommagé, une cloison cassée, une voie d'eau. Les dégâts les plus visibles sont matériels. Mais ce qu'il y a de plus abîmé peut-être, c'est le navigateur. Je sais pas les mots, en fait. J'avais décidé de rester prudent en plus. Pour bien faire, il faudrait 4 à 5 jours de réparation. Il faudrait prendre des risques. Il faudrait croire que les réparations vont tenir. Pour bien faire, il faudrait demander à l'océan Indien de se calmer. Mais comme l'océan n'en fait qu'à sa tête, Sébastien Simon prend son mal en patience. Pour bien faire, il faudrait croire au miracle. Mais de miracle, il n'y aura pas. Le cœur plus lourd qu'une pierre, le navigateur qui n'imaginait pas abandonner est contraint à l'abandon. Il occupait la 4e place au classement. Il y a des jours comme ça où la mer a un goût de larmes. Samantha Davis a 2 nouvelles à nous annoncer, une bonne et une mauvaise. Commençons par la bonne. Initiatica a passé la longitude du cap de Bonne-Espérance. On est officiellement dans l'océan Indien. La mauvaise nouvelle est tombée quelques heures plus tard, et la quille endommagée en témoigne. Une violente collision due vraisemblablement à un objet qui traînait dans l'eau. On y va. Le choc a occasionné des fissures sur les parois du puits de quille. Et l'océan Indien, dans sa grande férocité, a détruit le moral de Samantha. Tu sais, c'est pas terrible. Je ne peux plus continuer le Vendée Globe en course. Parce que pour réparer le bateau, j'ai besoin de sortir le bateau de l'eau pour enlever la quille, pour réparer la quille, pour réparer toute la structure. Donc c'est très triste. Le Vendée Globe, la course s'arrête pour moi. Mais l'aventure continue. Samantha se déroute vers le Cap en Afrique du Sud. Puis elle reprendra son tour du monde pour le terminer. La plus expérimentée et la plus rapide des navigatrices du Vendée Globe est une femme obstinée et une amoureuse du grand large. Après 1 mois de course et 5 abandons, il reste 28 bateaux et une tête de flotte qui s'apprête à vivre des moments difficiles. Les fichiers météo annoncent la couleur et c'est la couleur du pire. Des vents avec des rafales à plus de 50 nœuds. Une mer avec des creux de 5 mètres. Celui qui s'engouffre dans cet enfer, c'est le leader Charlie Dalin. Voilà, c'est un peu la guerre. C'est un petit peu la guerre. Mais ça va. Le bateau tient le coup. Je tiens le coup. Un peu plus au nord que Charlie Dalin, la situation de Thomas Ruyant, le 2e du classement, est un peu moins compliquée. Mais elle n'incite guère à la détente. Voilà, je suis dans un passage météo un peu délicat. Pas facile de trouver le bon chemin pour éviter la cartouche. Voilà, là j'ai 45 nœuds en ce moment. Il y a 2 passages de vent fort à gérer. Et surtout une mer très pénible. Hein. C'est vraiment le chaudron en ce moment. Donc je fais le rond et je vais attendre que tout ça passe.
l'océan Indien impose ses caprices aux navigateurs. Il les oblige parfois à mettre la compétition entre parenthèses. En ce moment, c'est franchement pas terrible. Vous voyez le grain derrière moi là. Le bateau qui part en surf sans qu'on lui demande. Avec le bateau, j'avais rencontré 49 nœuds, je crois, il me semble, sur un convoyage. Et là, j'ai vu un 64 dans un grain. Très souvent 50 nœuds cette nuit. 3800 milles, près de 7000 km séparent les premiers des derniers, qui, avant d'entrer dans l'océan Indien, en terminent avec l'Atlantique Sud. Pour autant, les attardés du Vendée Globe ne sont pas épargnés par les ennuis domestiques. Prenons Sébastien d'Estremaux, dont le problème se situe au sommet du mât. Sauf que grimper au sommet du mât, plus ou moins, c'est comme soigner une carie chez le dentiste. Putain de merde! Ah! Le corps est brinque-ballé par les mouvements du bateau, mais il n'a pas le choix. L'un des deux anémomètres n'est plus fixé correctement. Or, ce petit appareil mesure la vitesse et l'orientation du vent, qui aide au bon réglage du pilote automatique. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Du tout, du tout. Ah! Allez, on arrête ces conneries là. Je voyais pas de solution, donc j'ai appelé mes frères et on a discuté 1 heure de comment faire pour arriver à monter malgré les vagues, quoi. Eh ben, il faut monter dans la voile. Et pour monter dans la voile, eh ben, il faut coucher le bateau. Il se couche. Et en plus, on met la quille du mauvais côté aussi, comme ça craque. Et après, du coup, on peut monter dans la voile, dans la grande voile. On monte tac, 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 tac. Alors, pas en courant. Et bien sûr, on va le dingue de droite et de gauche, mais à chaque fois qu'on tombe, eh ben, on tombe dans la voile. Donc, ça fait pas mal. Ça fait des bleus, mais c'est rien, quoi. C'est rien. On risque pas de se casser quoi que ce soit. Et du coup, je suis arrivé en haut. Et j'ai récupéré mon anémomètre, que j'ai remis en place. Il n'était pas cassé, il était juste déboîté. Et maintenant, j'ai 2 anémomètres. Et surtout, cette belle petite victoire d'avoir enfin réussi à régler ce problème. Ça, c'est bon, ça! C'est bon, ça! C'est bon! Et ça, c'est en grande partie grâce à mes frères. Alors, merci. Le calme n'invite pas toujours à la sérénité du marin. Ces images tournées avec son drone par Alan Roura nous invitent à penser que le temps s'est figé. Et c'est bien là le problème. Je suis hyper déçu en fait. Je suis déçu parce que je pense pas mal naviguer quoi. Et j'essaie d'être à 100% tout le temps et de faire ça bien et puis bah voilà quoi. On a encore une semaine de météo devant nous pourrie en plus, donc ils vont nous coller 3000 milles les premiers. 3000 milles et on n'a même pas passé Bonne Espérance encore. Je voulais être dans le match quoi. Je suis tellement déçu. Bon, relativiser, j'ai un bateau qui flotte, je suis là, tout va bien à bord, mais en termes de classement, ça fait un peu mal. Thomas Coville a couru le Vendée Globe en l'an 2000. En ce moment, à bord d'un trimaran de 32 mètres avec 7 équipiers, il tente de battre le record du trophée Jules Verne en moins de 40 jours. Le terrain de jeu de la planète est devenu mon prisme et ma géométrie. Et en fait, je crois que j'adore ça. D'être surpris et d'être décontenancé par chaque tour du monde.
Son premier tour du monde en solitaire et sans escale a eu pour Thomas une dimension initiatique. Je pars avec finalement l'orgueil du premier de la classe qui jusqu'à présent tout lui avait à peu près souri. Et donc avec en tête de faire un résultat qui était au moins le podium. Thomas Coville avait 30 ans. Il avait déjà beaucoup navigué, sans savoir que cette course allait bouleverser sa vie. Un parcours autour du monde, c'est d'abord une épreuve de vérité. Au moment où je suis autour du pôle sud, j'ai des gros problèmes avec mon pilote automatique, je me luxe le pouce, donc je suis meurtri dans ma chair, je vois que mon résultat s'évapore ou s'en va, et je suis tenté par l'abandon en Nouvelle-Zélande. Je sais pas si on voit un peu. Voilà l'état de la main et du pouce. Là j'en ai chié, mais vraiment chié. Je viens de me remettre le pouce qui était a priori déboîté. Que faire? Continuer ou renoncer? Ma copine de l'époque, qui est devenue mon épouse, m'envoie un message assez laconique en me disant « Écoute, si tu abandonnes, je ne sais pas si je serai capable de continuer à vivre à tes côtés, tellement ta déception va... je pense que tu t'en remettras pas. Donc réfléchis bien avant d'abandonner et d'arrêter en Nouvelle-Zélande. » Et donc je vais continuer, ayant peur finalement de la perdre. Au bout du Vendée Globe, il y a la lumière des Sables d'Olonne. Thomas arrive en 6e position après 107 jours de mer. J'arrive sur le ponton et au bout, il y a un monsieur qui arrive, c'est mon père, qui est un monsieur un peu austère, qui, pour la première fois, m'embrasse sur le front, en public. Et là, je suis extrêmement ému de ça. Et il me dit « Et alors ?» Et là, je commence devant les gens qui sont autour de moi à lui raconter, ou commencer à vouloir lui raconter, ou à m'excuser de ne pas avoir fini sur le podium. Puis il me regarde « Mais non !» Et là, je comprends qu'il m'avait laissé un petit livre, avant de partir, qui était L'existentialisme est un humanisme de Jean-Paul Sartre, et il me demandait si j'avais eu le temps de le lire et ce que j'en avais pensé. La course ne consacre qu'un seul vainqueur. Mais ceux qui réussissent à terminer sont bien davantage que des vaincus. Chaque personne qui rentre du Vendée Globe est rentrée différent et s'est mis à un moment donné à nu. Il n'y en a pas beaucoup qui résistent à l'émotion que ça représente. Et il y a cette recherche de l'introspection, du qui je suis, connais-toi toi-même. C'est pas un tour du monde, c'est le tour de son monde. Qu'il s'agisse de l'infiniment grand du parcours ou de l'adversité des mers du Sud. Qu'il s'agisse de l'intensité de la compétition ou du vol d'un albatros. Le Vendée Globe, mille après mille, transporte d'émotions. L'océan Indien, il y a une espèce de musique constante où la tonalité c'est la force du vent et les tempos c'est la cadence de la houle. Donc si on est trop lent, on se fait rattraper par la houle derrière. Si on va trop vite, on se plante sur la vague suivante. Donc il faut aller absolument au ton de la musique. En mettant le feu à l'horizon, le soleil de l'aube regarde passer le Vendée Globe. Le soleil en a vu d'autres, mais il est touché par sa beauté.